Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à la troisième séance de ces webinaires, de ces masterclass. Avant toute chose, je vous souhaite nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et nos excuses pour l'échéance ratée du mois de décembre. L'animateur qui est devant vous a été a contracté je dirais le Covid. Je suis navré, je n'ai pu tenir position pendant la séance du mois de décembre. Aujourd'hui, je vous retrouve sur un sujet qui intéresse et qui concerne la totalité des opérateurs qui sont amenés à travailler dans le commerce international. Il s'agit des arnaques, les scams, les hoax, toutes les manœuvres qui sont organisées de manière extrêmement professionnelle pour justement vous permettre, enfin vous empêcher de mener vos affaires à bien et surtout vous extraire de manière effectivement frauduleuse les fonds que vous avez réservés au développement de vos affaires, notamment en matière d'import-export. Là aujourd'hui spécifiquement quand je parle d'arnaque, je ne parle pas, je vais parler d'un type spécifique, les arnaques côté fournisseur, qui sont aujourd'hui qui sont celles qui sont les plus courantes lorsque vous êtes aujourd'hui à la recherche d'un produit ou lorsque effectivement vous cherchez une commodité, surtout dans la circonstance actuelle où nous nous trouvons, je dirais, de plus en plus confrontés à des difficultés de déplacement ou à des contraintes, je dirais, au niveau de nos déplacements, et que les échanges se dématérialisent, que nous sommes aujourd'hui dans un monde effectivement où le commerce international se fait aujourd'hui sans papier. Naturellement, cette structuration-là du marché conduit je dirais des organisations que l'on peut citer par carrément d'organisations mafieuses pour certaines, à mettre en place des structures effectivement extrêmement sophistiquées, complexes même je dirais, qui sont capables de vous présenter des éléments qui, à s'y méprendre, pourrait être confondu avec du vrai, alors qu'il s'agit en l'occurrence de manœuvres qui sont faites justement pour vous escroquer. Le sujet, bien entendu, je ne vais pas aujourd'hui lister tous les formats d'arnaque auxquels on peut être confronté. Je ne les connais pas, et indépendamment de toutes celles auxquelles nous avons pu être confrontés au cours des 30 dernières années, où nous avons perdu, je dirais à ces occasions-là, plusieurs centaines de milliers d'euros, je dirais même millions d'euros sur certaines affaires. J'ai identifié sur les 3-4 derniers mois 2 sujets spécifiques qui aujourd'hui effectivement me paraissent importants et devoir être portés à votre connaissance pour que vous soyez capable en premier lieu, avant même effectivement de vous lancer dans des échanges ou dans des transactions, d'identifier ce qui peut être des éléments, je dirais un faisceau d'indices de nature à alerter effectivement votre attention, à vous faire justement prendre du recul pour être capable de mesurer le vrai du faux. Je vais m'appuyer sur 2 études de cas. La première étude de cas qui va être justement relative à une opération que nous avons assistée récemment. Elle est parmi nous. Madame Sabrina, bonsoir, je vous salue puisque j'ai vu que vous êtes dans la liste des invités. Je vais citer votre cas. Et puis un autre cas sur lequel je vais m'étendre où là, il s'agit d'une arnaque où on est en face d'un niveau de sophistication qui est tel que l'on pourrait effectivement prendre ce qui a été présenté pour du vrai. Je n'ai pas prétention là de vous donner les règles nécessaires à toutes les éviter, mais simplement vous ouvrir à ce qui peut être des réflexes à adopter pour justement vous prémunir de ce type de manigance, si je puis dire. Donc, naturellement, les raisons de ces opérations, et vous avez tous été confrontés, si vous pratiquez l'import-export, si vous agissez dans le commerce international à titre initial ou même de manière je dirais récurrente et professionnelle, vous avez été confrontés, quoi qu'il arrive,
à des opérations ou à des propositions qui peuvent justement donc sur le papier vous paraître extrêmement attractives, alors que dans les faits, il s'agit là donc de choses qui sont montées de toutes pièces. La raison de cela, la mise en œuvre, je dirais, donc de ces gens qui vont être organisés. Donc là-dessus, bien entendu, pourquoi? Parce que le crime en col blanc, naturellement, de cette manière-là, est beaucoup moins lourdement puni que justement donc les autres formes de trafic. Et puis surtout, les opérateurs qui sont victimes de ce type donc de manigance et de ce type d'opération, souvent par honte, pour ne pas être justement donc connus sur la place comme ayant été donc victimes d'une opération de cette nature, peuvent ne pas porter plainte, peuvent ne pas effectivement donc partager leur expérience, et naturellement ceci donne lieu à ces acteurs, je dirais donc qui naviguent en sous-cap, de pouvoir donc renouveler sans cesse leurs opérations pour pouvoir donc en tromper de nouveau. Si je prends donc les 12 derniers mois, donc l'année 2022, nous avons malheureusement reçu donc un trop grand nombre de sollicitations de partenaires qui nous arrivent, je dirais trop tard, qui nous arrivent après avoir donc expérimenté donc ces arnaques-là, pour justement donc bénéficier de notre service d'assistance, de nos éléments de sécurisation, de nos assurances aussi, je dirais, de notre garantie de bonne fin, pour justement donc éviter de nouveau de se prémunir, donc de s'exposer à ces sujets. Si on prend effectivement donc dans l'ordre ces deux études de cas, la première est une opération qui se localise en Europe. Alors, je choisis spécifiquement celle-ci, puisque justement, donc, j'ai pu récupérer donc un certain nombre d'éléments, de documents qui vont me permettre donc d'illustrer mon propos, mais surtout de vous montrer où se trouve, je dirais, donc la faille de la présentation. Dans le second cas, nous sommes dans une opération que l'on peut qualifier donc de grand export, puisque nous avons ce client qui est un client chinois qui nous arrive après que nous ayons donc annoncé nos réalisations et nos contrats avec donc les sociétés d'État, et qui malheureusement s'adresse à nous pour, je dirais, donc se sécuriser sur ses approvisionnements ultérieurs. Donc, dans le premier cas, nous parlons donc d'une transaction qui porte sur un produit qui donne lieu à une spéculation. Parce que vous vous rendrez compte au final qu'il y a toujours un fil commun, un fil conducteur. Les arnaques sont montées sur la cupidité de celui qui est victime, un prix, un délai qui va être beaucoup plus attractif et compétitif, et qui va lui permettre justement donc de se projeter dans un niveau donc de revenus, dans un profit d'opération qui va occulter sa vigilance, qui va donc réduire donc son attention et l'exposer justement donc à ce style d'opération. Simplement pourquoi? Parce que à partir du moment où vous commencez à percevoir donc un profit possible, et un profit qui plus est confortable, vous allez donc vous accrocher quoi qu'il arrive à ce qui manifestement est une illusion, pour justement donc et vous allez amener ceci jusqu'à son terme, malheureusement souvent trop loin et trop tard, avant de vous rendre compte que vous vous êtes fait avoir, malheureusement. Donc, dans ce premier cas, nous avons, donc je vais identifier donc le produit, on parle du produit, donc un produit spéculatif en ce moment, le pellet. L'aspect spéculation est un aspect qui est important, c'est-à-dire que dès lors que vous rentrez sur un marché de commodités, un marché donc tendu, des baisses donc de capacité de fournisseurs, des augmentations significatives de prix à la sortie client, vous pouvez être certain qu'à la clé, vous avez donc la possibilité de vous trouver donc dans un système mafieux. Et en l'occurrence, l'année dernière, nous avons accueilli malheureusement un trop grand nombre, je dirais, donc de victimes pour de l'huile de tournesol. Évidemment, la guerre en Ukraine, l'Ukraine donc premier producteur avec presque 50% donc de la production mondiale avant-guerre en matière donc de tournesol et d'huile de tournesol, a donné lieu à d'énormes spéculations sur auprès donc de la part des autres opérateurs mondiaux, et donc naturellement une ouverture à ceux qui pratiquent donc ces arnaques pour justement donc se positionner avec donc des prix attractifs, avec des conditions de vente
trop favorable, mais pour autant toujours donc le même sujet, le même indice, les conditions de paiement, paiement d'avance ou paiement fractionné d'avance avec une part à livrer, enfin une part à payer après départ de la marchandise, quand la marchandise part, et en l'occurrence elle ne part jamais, ou alors dans d'autres cas, on va se trouver, donc, comme le second cas que je vais aborder, donc avec ce client chinois, où là, on est sur une commodité en très, très forte demande, sur un marché extrêmement spécifique, avec la nécessité de produire un certain nombre de documents pour permettre l'entrée de ces produits-là sur le territoire chinois. Et dans les deux cas, on peut identifier donc que les stratégies, donc, je dirais, donc, de ces contrefacteurs sont toujours les mêmes. Je vais m'appuyer donc sur ce premier cas, sur le pellet. Donc, le pellet de bois, donc, qui est utilisé donc, pour le chauffage domestique ou industriel, a été présenté par les différents gouvernements d'Europe comme, je dirais, donc un sujet de tension simplement du fait des problématiques d'approvisionnement en énergie. Évidemment, là, vous vous trouvez donc dans une bulle, si je puis dire, une bulle spéculative, où sur ce produit-là, des opérateurs intermédiaires peuvent trouver donc un intérêt à je dirais, se positionner pour répondre donc à la demande de leurs clients qui eux-mêmes localement ne trouvent plus le moyen de s'approvisionner donc à des conditions favorables en termes de quantité, favorables en termes de délai de livraison, favorables en termes donc de prix. Et donc naturellement, la cupidité, si je puis dire, va conduire à s'intéresser de trop près à des propositions fallacieuses. J'en ai retenu une en particulier. Alors bien entendu, pour ne pas donc pour des questions donc de préserve de confidentialité, j'ai masqué donc des éléments et j'ai créé donc des parallèles. Mais en l'occurrence sur ce sujet, nous nous retrouvons donc avec ce pellet de bois. Ce pellet de bois, donc les granulés, si je puis dire, que l'on met donc dans les poêles à bois ou dans les cheminées pour pouvoir justement donc créer donc ce pouvoir calorifique, est vendu, je dirais, donc dans les grandes surfaces, est vendu dans les stations-service. On peut s'approvisionner donc dans les différentes jardineries ou points de distribution, pardonnez-moi. Est fabriqué simplement donc à partir de bois maître qui va être justement donc broyé, compacté et réduit donc à l'état donc de pellet donc d'une longueur d'à peu près 6 à 8 enfin d'à peu près effectivement donc 2 à 3 cm pour un diamètre donc un granulé donc d'un diamètre de 6 à 8 mm. Ce pellet de bois va être constitué donc naturellement de matières premières, le bois, mais aussi d'autres intrants, c'est-à-dire l'électricité pour justement donc alimenter les machines en elles-mêmes qui vont faire donc l'objet d'investissement, donc d'amortissement qu'il va falloir supporter et sur la vente donc du produit. Donc naturellement, le coût le prix de vente, donc le prix pratiqué donc par les usines, par les industriels fabricants de pellets, intègre tous ces éléments-là. Et puis, il y a aussi donc dans la composition du prix l'élément donc logistique. Alors, bien entendu, nous sommes en Europe et cette opération-là sur laquelle je prends exemple est une opération qui se joue intracommunautaire, donc il n'y a pas de douane, il n'y a pas de TVA. Donc, les éléments qui rentrent en jeu donc dans la composition donc de ce prix, de ce coût donc de revient du produit sont bien entendu la matière première, le coût de l'énergie pour alimenter les machines, l'amortissement des machines pour justement donc permettre d'avoir donc cet outil de production qui soit considéré et dont le coût puisse justement donc être proportionnellement alloué à chaque unité donc de pellet vendu. Et puis, donc, bien entendu, vous avez, si on détaille l'ensemble, aujourd'hui, donc en grande surface, ce produit va se trouver généralement entre 8 et 10 euros le sac de 15 kilos. Alors, bien entendu, en amont donc de ce sac de 15 kilos, vous avez donc diverses propositions. Sur la seule base qu'il y ait eu un avant et un après Ukraine, vous avez donc une confusion qui se crée. Et cette confusion est le point de départ de l'arnaque. En l'occurrence, si on remonte donc N-2, donc 2019-2020, avant, donc en fait même encore effectivement donc N-3, donc je vais même parler avant Covid, le prix moyen donc d'une tonne de pellet, puisque vous avez donc ce fameux sac de pellet dont je parlais qui est vendu à l'unité en grande surface, mais dès lors qu'il est question justement donc d'approvisionnement
d'approvisionnement en volume, c'est-à-dire entre grossistes ou entre donc fabricants et distributeurs, l'unité logistique va être la palette, voire le camion dans certains cas. Donc, sur une palette, vous mettez donc un certain lot donc de sacs pour arriver donc à une unité qui va peser à peu près 1 tonne. Donc, naturellement, l'unité de mesure, donc cette tonne, va être donc va permettre justement donc de définir donc le prix donc de vente de l'usine à l'intermédiaire ou de l'usine directement donc au grossiste, à l'importateur ou au distributeur. Avant justement donc Covid, avant donc les différentes crises que nous connaissons aujourd'hui, nous étions sur un prix moyen donc de $220, de 220 € donc la tonne de pellet livrée, je dirais donc aux différents points, entre les différents points d'Europe. C'était un prix moyen et ce prix moyen-là était basé sur un coût donc d'énergie post-crise était basé effectivement donc sur un coût de transport, bien entendu, lui aussi donc se trouve confronté donc à des augmentations du fait donc du coût donc du carburant, et l'ensemble était tout à fait admissible. Vous avez donc depuis tous ces intrants qui subissent justement donc des augmentations tarifaires. Si en tant qu'intermédiaire, vous ne vous souciez pas de l'analyse, je dirais, donc technique du marché sur lequel vous opérez, vous êtes sujet justement donc à de telles arnaques. Donc là, en l'occurrence, sur ce pellet, nous avons eu donc au cours de ces 5-6 derniers mois, en prévision donc de l'hiver, plusieurs donc clients, plusieurs partenaires qui se sont fait avoir, et tous sur le même sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix de référence d'il y a 3 ans est resté donc malgré tout donc dans les esprits, et on continue de chercher donc du pellet entre 150, 180, 200, 220 €. 250 € la tonne, on est déjà même cher livré. Pour autant, si on fait donc un calcul mathématique et que je vais faire avec vous, vous vous rendrez compte que ce n'est absolument pas possible. Ce sont ces réflexes-là auxquels je vous invite, que je vous invite à développer pour justement donc vous prémunir tout en amont, c'est-à-dire avant même donc d'initier donc vos propositions, du seul fait que l'on vous adresse justement donc ces éléments tarifaires, que vous sachiez si oui ou non vous avez un intérêt à poursuivre avant donc d'analyser et donc de rentrer, je dirais, donc en transaction. Je vais partager avec vous mon écran pour que l'on puisse donc décoder cette première donc étude de cas, et puis ensuite donc je vais repartager pour la deuxième étude de cas qui elle est encore un peu plus sophistiquée. Donc une proposition qui nous a été adressée, donc on a fait donc ce travail, bon, je me mets en ordre, où là clairement nous avons une proposition qui nous est adressée donc par un fournisseur quelconque, AM Wood SP Zoo, qui nous propose donc du pellet, qui vient donc de Pologne, et ce pellet, il nous le propose au prix donc de 220 € par tonne. Et là-dessus, on va analyser un certain nombre donc d'autres éléments. La destination buyer's destination, c'est-à-dire qu'en gros, techniquement, il livre à peu près n'importe où sans même trop se soucier du point de chute, tout en sachant qu'un transport de la Pologne vers l'Allemagne n'aura pas du tout le même coût, la même incidence sur donc l'unité logistique qu'un transport de la Pologne vers le Portugal ou vers l'Italie. Donc, bien entendu, là déjà, vous avez un premier élément d'alerte. Mais on va continuer plus loin, on va faire comme si nous ne savions absolument pas que nous étions confrontés à un sujet donc suspicieux. Les conditions de paiement, 50% donc contre proforma, avant chargement et expédition, et 50% après chargement et confirmation de l'expédition. Jusque-là, on pourrait considérer que ça peut se faire, ça pourrait ou ça peut exister. Bref. On poursuit donc justement donc les travaux et on rentre dans une due diligence et nous demandons donc à ce fournisseur de nous fournir ses spécifications, puisque naturellement le pellet est soumis justement donc à une réglementation et avec des spécifications. Et donc naturellement nous lui demandons de nous produire, avant même d'aller plus loin donc dans la due diligence et de nous intéresser, je dirais, à sa structure pour nous assurer que nous ayons en face de nous un fournisseur qui soit concret, valable, véritable et capable, nous lui demandons à titre, je dirais, préalable de nous produire son certificat. Et son certificat qu'il nous fournit, le voilà. Donc, naturellement, on analyse l'ensemble. Ce certificat, le EN+, va définir justement, donc a été validé pour que tous les pellets puissent, en fait, en gros, techniquement, c'est le moyen qui a été trouvé justement donc pour créer, je dirais, une normalisation. Et là-dessus,
on va donc identifier les coordonnées donc, de notre supposé fournisseur avec son adresse et l'ensemble. Et si vous êtes vigilant, en tout cas, si vous êtes aussi paranoïaque et suspicieux que je ne peux l'être moi-même, vous identifiez là tout de suite qu'il y a un sujet d'alerte, la police. Vous vous rendez compte que justement, donc, entre cette police-là et la lettre R, le 53, le 5, le A, le W, vous vous rendez compte que la police est différente. Et ceci est le premier élément d'alerte. C'est-à-dire que l'ensemble des documents qui vous sont transmis doivent être passés au crible, mais de manière extrêmement méthodique pour que chacun de ces éléments-là, qui, en l'occurrence, quand je présente ceci, on pourrait me taxer de paranoïaque. Oui, c'est le cas. Pour autant, on pousse justement donc cette investigation et on va donc directement, ni plus ni moins, sur, je dirais, donc le site officiel, je dirais, donc de cette certification EN+. Et sur ce site officiel, nous appelons, je dirais, donc la référence que nous a produite, donc que nous a fournie, pardonnez-moi, alors j'y retourne parce que je l'avais déjà mis en place. Il est parti, que nous a fourni donc ce partenaire, donc enfin ce prospectif fournisseur, l'identifiant de sa certification PL 336. Donc on y va et on tape donc sur ceci, on va chercher donc PL 336. Et il se trouve que là on arrive sur une information, il ne s'agit pas déjà à la base du nom de notre fournisseur supposé. Ceci est un élément qui est rédhibitoire. Mais quand on abonde et quand on va plus loin, on réalise quoi? On réalise que, outre le fait qu'il ne s'agisse pas de notre fournisseur, mais surtout, ce certificat-là est terminé, il est échu. Donc, naturellement, vous êtes en plein dans une circonstance où si vous envoyez comme il avant paiement, vous êtes certain que cet argent-là, vous l'avez perdu. Et ce cas-là, nous avons identifié, je dirais, sur la seule dernière année, un trop grand nombre de clients qui ne se sont pas méfiés et qui se sont trouvés pris, je dirais, donc dans ce type de manigance-là. Et le rôle, donc l'intérêt donc de ces, je dirais donc de ces brigands, si je puis dire, est assez simple. Ce qu'ils veulent, c'est simplement donc le premier acompte. Une fois que vous leur avez payé, ils disparaissent, vous ne les retrouverez plus. Donc, ceci doit vous faire, donc, et là-dessus, bien entendu, quand nous en arrivons donc à ce constat, nous tirons donc la sonnette d'alarme, nous alertons donc notre donneur d'ordre, en l'occurrence donc notre client qui nous donne justement donc ordre d'aller lui chercher cette marchandise, pour lui faire savoir que ce fournisseur qu'il nous a, je dirais donc demandé donc de vérifier est un fournisseur qui, je dirais, donc n'est pas viable, mais surtout, nous lui proposons à ce moment-là de travailler pour lui et d'identifier donc les vrais fournisseurs capables de mener à bien une opération donc de cette nature. Et là, bien souvent, quand nous en arrivons donc à ce niveau-là, nous nous rendons compte que les prix de référence ne sont absolument plus les mêmes. Et en l'occurrence, si on reste sur cette même, je dirais, je repartage mon écran, pardonnez-moi. Si on reste sur ce même exemple, alors je récupère donc ce mail, donc le voilà ici. Parfait. Si on récupère ce même exemple, nous allons essayer donc de décomposer ce prix de 220 € métric tonne. Dans un camion, 24 palettes peuvent être chargées. Donc 24 fois 66 sacs dans un camion. L'unité logistique, comme on l'a vu donc en amont, qui est donc la palette d'une tonne, nous allons justement donc chercher à la décomposer. Donc, de cette proposition-là, le premier élément que nous allons chercher, ça va être justement donc le transport. Alors là-dessus, un travail assez simple que vous pouvez faire vous-même. Vous allez sur n'importe quelle bourse de fret et vous faites justement donc les calculs. Donc là, en l'occurrence, je l'avais déjà préparé. Pour justement donc livrer cette marchandise-là donc du point de départ supposé en Pologne au point donc d'arrivée confirmé donc par notre client, nous avons donc un budget de 2350 €. Alors ce que là-dessus, calcul simple, règle de 3, nous divisons donc 2350 par le nombre de palettes, donc 24 palettes, et on se retrouve donc avec un impact du coût de transport qui est de 98 € par palette. Donc, bien entendu,
vous imaginez bien que dans ce tarif de 220, quand vous enlevez déjà donc le coût du transport, il vous en reste à peine donc la moitié. Il va rester donc grosso modo donc 98, donc on va arrondir à 100. Il va vous rester donc 120 € pour le produit. Le fait est que le problème donc n'est pas résolu, puisque lorsque l'on va chercher à approfondir donc au niveau donc du coût de cette matière première, je ne parle même pas des amortissements sur les pour justement donc supporter donc l'outil de production, et je ne vais parler que de la matière première. Sur effectivement donc ce sujet-là, nous sommes à un coût de matière première qui, avant crise, était donc de 70 € par mètre cube, et aujourd'hui va être donc stabilisé entre 130 et 145 € par mètre cube, le coût de la matière première. Donc naturellement, quand vous avez cette matière première brute, donc le bois brut, avant transformation, plus le coût du transport, et la somme des deux constitue donc le prix qui vous est présenté ici, vous savez d'emblée que là, il y a effectivement donc anguille sous roche. Vous prenez vos jambes à votre cou, vous partez, vous fuyez et vous le laissez de côté, vous ne cherchez pas à approfondir parce que de toute évidence, vous êtes dans une arnaque. Cet exemple-là, qui est, je dirais, donc assez classique, va être un exemple qui va être très régulièrement identifiable sur les territoires, je dirais, donc d'une même région, en l'occurrence l'Europe. Là, je prends l'exemple de l'Europe, où au sein des 27, vous avez donc une libre circulation donc des biens, des devises et des personnes, et là-dessus, vous avez donc une augmentation significative des, je dirais, des sujets de spéculation, donc des sujets liés à l'arnaque. Faites donc attention, pratiquez donc ce genre de calcul, analysez donc vos marchés, faites preuve justement donc de circonspection et d'esprit critique. Et quand je parle donc d'analyse de marché, tous les éléments que j'ai cités, c'est-à-dire la bourse de fret pour avoir une idée donc du fret de port, c'est accessible à tous. Les sites de confirmation donc des certificats, c'est accessible à tous. Mais aussi donc les coûts des matières premières, c'est assez facile à trouver sur les bourses, justement sur une recherche sur Google, coût matières premières ou coût effectivement donc telle commodité, et vous avez donc tout de suite une tendance sur donc les 8, 12, 15 derniers mois. Et ceci doit vous permettre en tant qu'intermédiaire de vous positionner avec cet esprit critique, mais surtout avec cette capacité donc de conseiller vos clients qui vont justement donc être à l'origine de votre recherche du meilleur prix. Parce que naturellement, il y a donc bien entendu le profit individuel que vous souhaiteriez réaliser en tant qu'intermédiaire, puisque vous faites ce métier de courtier pour cela. Mais il y a surtout la pression qui va vous être mise par vos clients qui ont eu l'habitude il y a 3 ans d'acheter le produit à ce prix-là, ont entendu qu'il y a donc un tel qui l'a acheté à ce prix-là, ou ont vu donc sur tel forum ou sur telle place de marché que ce prix-là est praticable. Dans les faits, pour autant, dès que vous rentrez donc dans le vif du sujet, vous avez donc tel que je vous l'ai démontré là, alors bien sûr sur ce sujet spécifique, mais il peut être extrapolé donc et adapté donc à toutes les autres applications, la capacité donc de ramener votre client donneur d'ordre à, je dirais donc à une réalité, à une prise de conscience je dirais donc du risque qu'il encourt de vous presser impérativement de lui trouver cette marchandise dans ces conditions-là, ce que vous voyez qui n'est techniquement pas possible. Le problème est qu'une fois que votre client donc vous aura mandaté, qu'il vous aura donc fait cette avance, ou alors que vous auriez vous-même fait l'avance pour votre client, vous vous retrouvez donc dans la réelle difficulté puisque vous n'avez plus l'argent s'il s'agit du vôtre sur fonds propres, ou vous n'avez plus donc l'argent de votre client s'il vous l'avait fait en avance, et vous n'avez plus non plus la marchandise. Donc, vous êtes 2 fois perdant, et bien entendu, sur des petites sommes, on va se trouver donc à faire un peu la grimace. Sur des grosses sommes, on peut en arriver justement donc à une totale perte de liquidité, voire même effectivement donc à une condition de faillite. On a un proverbe créole en Martinique qui dit « Ti a fait ti dette, gros a fait gros dette ». Bien entendu, je le traduis, petites affaires, petites dettes, grosses affaires, grosses dettes. Ceci aussi est important puisque trop de courtiers
vont se lancer donc dans le métier en imaginant que dès lors qu'ils vont donc se positionner comme intermédiaires en commerce international, ils ne vont avoir d'intérêt que pour les très grosses opérations, les contrats annuels avec effectivement donc des chiffres à millions. C'est là que vous avez donc le plus de chances de vous faire avoir. Donc il y a donc toutes ces applications là en matière, je dirais donc tous ces exemples là que nous avons structurés, que nous avons documentés dans nos cours d'import-export, que nous partageons avec nos courtiers systématiquement dès lors qu'ils nous soumettent, je dirais donc leurs demandes en direct ou les demandes que leur font leurs clients. Et nous avons donc dans nos procédures établi justement donc dans des KYC, dans des formulaires donc de demande, dans des éléments de qualification en amont, un certain nombre donc de pare-feux. En l'occurrence, l'un d'entre eux que je vais citer, si je prends donc, et je vais vous le prendre en exemple, je vais repartager mon écran, qui est ici, juste une seconde. Voilà, donc ici, je repartage mon écran, partager l'écran, là. Donc ici, donc nous avons donc nous-mêmes le premier élément que nous partageons donc avec nos courtiers lorsqu'il est question donc de rechercher donc pour leur compte un produit, c'est d'identifier d'emblée qui est le donneur d'ordre. Alors bien entendu, ce sont des éléments que nous partageons donc librement dans le cadre du réseau CIOA parce que nous sommes engagés, je dirais donc à un partage de la valeur ajoutée avec les partenaires qui nous introduisent des affaires. C'est le cadre justement donc de notre convention d'adhésion. Mais au-delà même de cela, nous allons donc nous intéresser aux produits. Donc nous demandons systématiquement lorsqu'un sourcing nous est remis, de compléter ces éléments et dans ces éléments, nous allons nous attacher spécifiquement à cette ligne-là, le prix cible. Ceci est renseigné par le client pour que nous soyons capables de savoir le prix de référence du client et bien naturellement pour nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas des spécialistes de chacun des produits sur lesquels vos clients travaillent, mais nous avons justement donc des méthodes que nous avons donc mises en place qui nous permettent justement donc de nous structurer sur chaque sujet. Et là, en l'occurrence, ce prix cible nous permet de faire quoi? Il nous permet, lorsque nous interrogeons donc les fournisseurs de la base, de pouvoir, dans toutes les réponses qui nous sont faites, vérifier si, d'une part, les offres reçues, je dirais, donc, ont un delta qui est, donc, je dirais, donc, acceptable. Si j'ai donc une moyenne d'offres donc à $500 le métric tonne, et puis donc j'ai 2 ou 3 offres qui vont être à 150 ou 200, je sais d'emblée que j'ai un trop gros écart pour que je laisse les choses en l'état sans approfondir. Et bien entendu, le décalage entre ces offres que nous ferons, pardonnez-moi, les fournisseurs au regard donc du prix cible sont des éléments qui tout de suite nous amènent à vous interroger sur la qualité de cette information produite par votre client et l'origine de cette information. En gros, à quoi est-ce qu'il fait référence? Si bien que nous avons donc dans les conditions générales de ce service de sourcing, l'article 2 qui est ici que je vais vous lire. Le demandeur s'engage à fournir un prix d'achat correspondant à une réalité. Il s'engage soit à fournir son prix d'achat du moment, justifié avec des éléments prouvant une étude réalisée sur ce prix. Exemple, facture. Et ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre justement donc de travailler avec le fournisseur le mieux disant en fonction donc d'une circonstance et en fonction donc de la conjoncture. Pour ce cas-là, ces éléments-là, donc justement, donc nous les tenons à votre disposition, les collaborateurs donc qui sont ici et qui vous servent donc de référents disposent justement donc de l'ensemble de ces dossiers et partagent avec vous donc tous ces guides de procédure pour que vous puissiez donc avancer pas à pas en limitant donc le risque auquel vous pourriez être confronté. Je dirais, pour conclure sur cette étude de cas, sur cette première étude de cas, qui est assez simple, je dirais, donc à identifier, bien que très, très, très généralement pratiquée. Et je vais faire donc la transition. Donc sur celle-ci, donc méfiez-vous. Donc sur cette étude de cas, je vous dirais, je vais pratiquer, analyser, essayer. Si vous avez des doutes, soumettez-les nous. On peut vous aider justement donc à pointer ou à identifier les points justement donc qui nécessitent approfondissement. Parce qu'une fois donc ces aspects-là faits, nous prenons un autre élément qui est donc la due diligence fournisseur. Je reviendrai donc justement après cette deuxième étude de cas pour vous soulever tous les points qu'il y a lieu donc d'analyser au moment donc de votre due diligence fournisseur. Si
je prends maintenant, alors attendez, je vais cesser le partage. Et là, on va aller sur un cas qui est, je dirais, un petit peu plus corsé, un petit peu plus pertinent. Celui-ci, personnellement, je n'avais jamais été confronté à un tel niveau de professionnalisme dans l'arnaque. Et bien entendu, vous vous rendrez compte, une fois qu'on aura révisé ce cas, que nous sommes en face d'une organisation qui a une réelle capacité, qui a une réelle structure. En fait, c'est une réelle entreprise donc de destruction massive, si je puis dire, tant les dommages peuvent être justement donc importants. Là, nous allons parler, donc nous allons faire un parallèle, donc nous allons quitter les transactions, je dirais, donc transfrontalières pour aller nous rendre dans les transactions du grand export. Et ce sont les circonstances où vous avez, je dirais, donc le plus de chances de vous faire arnaquer. Un dernier exemple, et là je fais en passant, nous cherchons donc de l'engrais pour l'un de nos clients au Cameroun. Nous sommes sur une enveloppe donc d'1,5 million, d'1,8 million €. Et là, nous avons donc un fournisseur qui, enfin non même pas, un courtier qui n'est même pas affilié donc au réseau, qui nous expose donc toute sa théorie et son expertise dans le métier donc des engrais et qui nous fait une proposition vaillamment nous disant le mode de paiement c'est 100% cash d'avance. Je vous laisse vous-même juger de la pertinence d'envoyer par virement bancaire 1,5 million, 1,7 million à quelqu'un que vous n'avez jamais vu, qui se trouve donc à un autre bout du monde, et d'identifier justement donc le risque auquel vous vous trouvez confronté. Bien entendu, des opérations comme celle-ci, des réponses comme celle-ci, je les ignore purement et simplement. Et celle-ci, et ceci me permet justement donc de rebondir. Donc, sur cette deuxième étude de cas, je vais vous positionner le contexte pour bien comprendre à quel point le sujet peut être justement donc pernicieux, difficile à identifier. Nous avons donc en septembre dernier conclu des marchés, donc des contrats d'approvisionnement avec des sociétés à capitaux publics chinoises, principalement donc des commodités alimentaires. Soja, sucre, poulet, ce genre de choses. Et naturellement, nous avons reçu presque aussitôt les publications, donc les communiqués de presse donc, sur ces affaires parues. Nous avons été très rapidement sollicités par un certain nombre d'entreprises chinoises, donc à privé cette fois-ci, qui nous ont fait état de leur détresse. Leur détresse, simplement pourquoi? Parce qu'elles avaient été prises dans des opérations de cette nature-là, donc dans des scams, ont perdu de l'argent, mais pour autant ont toujours la demande sur le produit et cherchent donc à s'approvisionner pour continuer donc leur business. C'est dans ce cadre-là, pardonnez-moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai identifié un cas qui est réellement donc d'un très très haut niveau donc je dirais donc de technicité. Le client, en l'occurrence, je ne vais pas le citer, et dans les documents que je vais partager avec vous, je me suis assuré de masquer, donc de sanitiser toutes les indications relatives à ce client pour préserver donc sa confidentialité. Mais pour autant, j'ai gardé donc ces documents originaux qu'il m'a fournis pour que je puisse donc justement donc les partager avec vous et vous permettre de voir à quel point les choses peuvent aller. Ce client chinois, capitaux privés, entreprise de taille moyenne, est spécialisé donc sur l'import de produits exotiques. Et là, en l'occurrence, nous parlons donc de pâtes de poulet. Alors, les Chinois sont friands de ce genre donc de produits, les pâtes de poulet. Alors, bien entendu, en raison donc des accords bilatéraux qui existent entre la Chine et différents autres pays, le producteur principal de ce type de produit pour la Chine, c'est le Brésil. Alors, bien entendu, au Brésil, vous avez donc un pays qui est immense géographiquement, avec donc différents points d'activité, un pays qui est assez fermé, et avec une langue qui en plus n'est pas une langue effectivement donc commune, qui est le portugais. Enfin, quand je dis une langue commune, je parle dans la pratique donc du commerce international. Et tout ceci contribue justement donc à la difficulté rencontrée. Donc, ce client, pour vous en faire synthèse, a identifié donc un fournisseur reconnu
en l'occurrence le premier exportateur mondial de poulets congelés. Pour le citer, donc je vais citer donc le groupe, la marque Seara, qui est une marque du groupe JBS. JBS qui est, donc si vous regardez, donc là je vais partager mon écran, je vais faire la recherche avec vous en temps réel. Donc ici, comment je fais ça? Partager l'écran, là, ici, et on va aller ici, et on va chercher, donc on va se renseigner. Donc ici, attendez, je sors ma webcam. Donc Seara, donc groupe JBS, donc ici. Seara JBS. Et là, normalement, j'arrive sur ici, donc je vais sur Wikipédia, classique. Et quand j'arrive sur Seara JBS, je me rends compte que j'ai ici, donc attendez, je vais grandir un peu l'écran, j'ai une société qui a été créée en 56, qui réalise 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui est une société qui a été donc passée, donc qui a été rachetée successivement par Marfrig, par Cargill, qui sont donc les grands noms du business donc agro-industrie, puis ensuite racheté donc par JBS, qui est donc le numéro 1 mondial en matière donc de production de poulet et de bœuf dans le monde. Et bien entendu, le Brésil et la Chine étant signataires donc d'accords bilatéraux, JBS se trouve donc naturellement avec la Chine comme premier et principal marché. Très bien. Le partenaire, en l'occurrence, donc ce client, nous fait état, donc je dirais, donc de ces… Alors, attendez, je récupère mon navigateur. Voilà, donc il nous partage donc ces éléments. Donc, tous ces éléments-là, je les ai donc regroupés donc ici. Les éléments qu'il a partagés avec nous, je dirais. Donc, il nous a transmis donc les catalogues. Donc, il a reçu donc des catalogues officiels. Donc, je vous les partage. Donc, des catalogues sur la marchandise, en l'occurrence, qui l'intéresse. Donc, on est réellement donc dans quelque chose qui paraît donc professionnel, qui paraît, et naturellement, au vu de la société, on ne s'attend pas à moins. Il nous a aussi donc partagé les identifiants donc de son contact. Je vais le citer, Alexandre Jigger. Vous pouvez chercher ce nom-là dans LinkedIn, et on va le faire si vous le souhaitez, et vous tombez sur un vrai collaborateur de la marque Seara. Donc, on va même le faire si vous le souhaitez. Alexandre Jigger, je l'avais déjà noté, il est ici. Et vous arrivez sur quelqu'un qui est vrai, Seara Alimentos, il est directeur des ventes, plus de 500 relations, manifestement, c'est un réel, puisque vous avez donc, il est directeur des ventes chez Seara depuis novembre 2018, déclare-t-il, et précédemment, il était donc directeur des ventes à la maison mère, donc JBS, comme on l'a vu donc tout à l'heure, pendant 18 ans. Bien, jusque-là, on peut être à peu près tranquillisé, soit. Et puis, comme il s'agit donc d'une très, très grosse société, le leader mondial, notre client s'est senti, donc, je dirais, donc, en confiance. Et ces éléments-là, il nous les a donc exposés. Donc, il paye, il travaille donc avec Seara sur la base de modalités, donc de conditions de vente qui vont être 15% donc à la commande et 85% contre remise documentaire. La remise documentaire, donc on va la voir tout à l'heure, c'est-à-dire la facture, la packing list, mais surtout le BL, donc le bon de livraison, donc le bill of lading, donc le BL, bill of lading, c'est-à-dire le titre de propriété maritime donc de la marchandise, donc son passeport, et puis ensuite les autres documents qui sont imposés par la douane chinoise, qui vont être lettre de déclaration donc de Covid, lettre de déclaration donc de différentes dioxines et autres. En fait, tout un sujet, certificat d'origine, rapport d'inspection vétérinaire et que sais-je. Bien. Et tous ces éléments-là lui ont été fournis. Donc, en gros, je vais décoder l'opération pour votre compte. Il reçoit donc de son collaborateur, donc il reçoit donc de son partenaire. Donc, je n'ai récupéré que la signature du mail pour donc des questions de confidentialité. Il reçoit de son partenaire des mails qui ont cette signature-là. Alors, on pourrait identifier donc que la signature est à peu près correcte, très bien. Et puis, donc, il me fait état donc, du compte WhatsApp officiel de l'entreprise avec laquelle il discutait, Seara Alimentos, voilà, l'une des plus grosses sociétés, JBS, etc., etc. Jusque-là, lui, toujours se sent tranquillisé. Et
Ensuite, il nous fournit justement donc à notre demande, puisque quand il nous soumet donc sa problématique, nous prenons l'ensemble et nous décodons l'ensemble. Et donc du coup, dans les éléments donc qu'il nous fournit, il y a notamment donc les emails, et nous nous intéressons à l'entête du mail, le header, dans un code HTML. J'en ai extrait une copie ici que je vous montre à l'écran. Et dans ce header, vous voyez bien que c'est alors, attendez, vous voyez bien que c'est Alexandre Jigger, cearaglobal.com. Et là, vous voyez tout de suite déjà là qu'il y a un sujet, cearaglobal.com. Quand vous prenez donc cette extension du mail qui est ici, donc là-dessus, alors je vais grandir l'écran pour m'assurer que vous voyez bien ce dont il est question. Ici, donc là-dessus, quand je survole, l'email ici, donc ceara, donc alexandre.jigger@cearaglobal.com. Donc, bêtement, je vais copier donc cearaglobal.com donc dans Google, donc je vais copier l'email, je vais enlever l'extension, je vais la remplacer donc par www, entrée. Et là, j'arrive sur ce domaine a été bien effectivement donc enregistré chez Ionos, mais je n'arrive pas sur le site de Ceara. Effectivement, quand je vais simplement donc dans Google taper donc Ceara ici, je regarde Ceara International, je check. Et là encore, je m'intéresse. Ceara International, j'arrive sur un site qui pourrait ressembler au site officiel de Ceara. On dirait, le temps même que l'image ne se charge. Mais si on approfondit encore, on arrive finalement sur le vrai site de Ceara. Le vrai site de Ceara qui est ceara.com.br. Donc, je vais mettre les deux, je dirais, donc côte à côte. Le supposé vrai site, Ceara International, et le site officiel corporate, ceara.com.br. Et quand on va sur ce site officiel, on voit tout de suite en bas une alerte. Donc là-dessus, je vous le traduis. Là-dessus, donc chers clients et partenaires, JBS vous informe que il y a donc de nombreuses communications frauduleuses qui sont aujourd'hui donc qui utilisent donc notre marque et qui font appel donc à nos emails. Pour mémoire, nos emails officiels sont ceux-là: jbs.com.br, jbssa.com, fribois.com.br, ceara.com.br. En aucune manière, vous ne pouvez rattacher l'email, donc le domaine Ceara International ou Ceara, je dirais donc, il est où l'autre, ou Ceara, donc le Alexandre Jigger, c'était Ceara Global. Ceara Global, je dirais ici, vous voyez bien que ceci est le premier élément auquel donc ce client n'a pas fait attention. Mais nous continuons. Je continue parce que la chose a été beaucoup plus subtile que cela. Il me fournit aussi, donc, ce partenaire, copie donc, de toute sa liasse documentaire. Donc là, je vais les survoler avec vous. Rapport d'inspection, les assurances, les factures. Donc, on va tous les survoler un par un. Donc là-dessus, il me fournit donc son bill of lading. Je vais analyser le bill of lading. Et là, je tombe sur… Donc, j'ai un bill of lading qui a l'air d'être un bill of lading, je dirais, cohérent, à une exception. Il y a deux types de bill of lading, ce que l'on appelle les master BL, master bill of lading, qui sont émis par la compagnie maritime, MSC, Maersk, etc. Et puis vous avez donc les house BL, qui sont donc des BL qui sont émis par les sociétés qui affrètent pour votre compte les conteneurs sur les différents donc navires. Et ceci est un house. Donc là ici, nous avons donc un house BL. Le house BL est un élément qui va être communément utilisé, régulièrement utilisé donc par les contrefacteurs, simplement parce qu'il crée un donc il crée un décalage en matière de vérification. Et là, en l'occurrence, nous analysons donc l'ensemble, mais indépendamment de tout, je récupère effectivement donc l'ensemble. Je récupère l'ensemble. Et là, effectivement, donc vous voyez quoi? Vous voyez donc que nous avons… Alors, une seconde. J'ai besoin là. Pardonnez-moi. Alors, attendez. Je récupère le document. Voilà. Voilà. Très bien. Ici, donc ici, enregistré. Juste une seconde. Pardonnez-moi pour cette interruption. Je repartage l'écran. Je vois que j'ai des questions et des intéressés qui lèvent la main. J'y reviendrai, je répondrai à vos questions. Accordez-moi juste un instant, le temps que je termine et que je parcours ces éléments. Donc, je vais partager donc, ici.
Donc, ce HarsBL, comme on l'exprime, comme on le voit ici, présente donc, je dirais, donc, des éléments qui ressemblent à s'y méprendre à un BL réel. C'est-à-dire que j'ai un numéro de réservation, j'ai un numéro de booking, j'ai un numéro effectivement donc d'identification du bateau, et quand on vérifie tous ces éléments, ils sont réels, ils sont valables. C'est-à-dire que ce bateau, le Maersk Laguna, existe pour de bon. Et puis, j'ai surtout donc un contenu de marchandises où j'ai donc les numéros donc des conteneurs, le numéro donc des plombs sur chacun des conteneurs, le contenu de la marchandise, etc., etc. Très bien. Date de chargement, signature. Parfait. Et à partir donc de ces éléments, donc nous allons vérifier, puisque là-dessus, nous sommes sur ici un BL qui est émis donc, par la société Nil Sud. Donc, nous allons nous rendre sur le site de Nil Sud et nous allons faire un tracking sur le BL. Donc, nous allons contrôler donc, le BL. Donc, là-dessus, ici, donc, je suis chez Nil Sud, tracking. Et donc, là-dessus, je vais chercher à localiser mon BL. Et je fais une recherche. Et j'arrive sur mon BL, ma marchandise, mon port de départ, mes éléments, et j'ai bien mon bateau. Et j'ai bien mon bateau qui a quitté, je dirais, donc Santos au Brésil, et qui est bien arrivé donc à Shanghai. Et ce bateau est un vrai bateau. Le fait est que chacun des conteneurs identifiés donc sur ce BL se trouve être une totale invention. Et ceci est aussi fait pour vous duper, c'est-à-dire que vous pourriez être tenté de vérifier votre BL et de vous assurer qu'il existe, certes, mais à l'intérieur donc de ce BL, vu que le BL existe, il faut aussi aller donc vérifier chacun des numéros de conteneurs. Et ceci nous montre effectivement donc quand on va chercher donc ce numéro de conteneur, il n'existe pas. Alors ça, c'est effectivement donc un premier sujet, mais au-delà même de cela, nous allons donc outre, on peut considérer que la base de données n'est pas à jour et que sais-je. Donc, on va s'intéresser aux autres documents. On va s'intéresser, par exemple, puisque dans les éléments donc, à fournir pour justement donc, que le fabricant livre la marchandise et transfère la propriété donc, de la marchandise au payeur, donc au client, il demande donc des conditions qui sont de 15% à la commande et 85% donc à remise des documents. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il remet des documents. Et ces documents, on les analyse. Donc, ces documents, alors ceci, je vais le fermer, on l'a vu déjà. Et là, donc, j'ai le principal qui est donc le certificat d'origine. Donc, le certificat d'origine émis donc par le ministère de l'Agriculture donc du Brésil. Et là, nous avons un document qui apparaît pour le moins du monde réel. J'ai un document qui est filigrané, j'ai un document qui comporte toutes les informations, le nom de l'expéditeur, son numéro de certificat, etc., etc., etc. Et puis, j'ai même sur ce, donc tous les numéros donc, des conteneurs, les numéros donc, des plombs pour identifier donc, que les conteneurs ont bien été scellés. Et j'ai même sur ce document, on va le voir en page suivante, ici, donc les sujets, donc je dirais donc les tampons. Mais j'ai aussi surtout donc, le code d'authenticité. Donc, ce code d'authenticité, de manière tout à fait effectivement donc, naturelle. Alors ça, je vais prendre ça ici. Je vais aller le rechercher. Donc, comment je fais pour aller le rechercher? Ben, une recherche simple dans Google. Vérification, code, authenticité, certificat d'origine ministère de l'Agriculture. Et on arrive sur l'extranet du ministère de l'Agriculture du Brésil, qui nous permet de vérifier donc, notre suite de chiffres. Donc, je l'avais déjà pré-rentré pour vous. Donc, HAG, donc ça, c'est le premier. Le deuxième, donc KA7, ça, c'est le second. Le troisième, donc WZ6X49, donc c'est celui-ci. Et le dernier qui est donc OG7, c'est celui-ci. Et là, je vais chercher. Il cherche. Et là, le certificat n'a pas été trouvé. Certificat not found. Donc là, on est sur, manifestement, la production d'un vrai faux, un véritable vrai faux document, ou faux vrai, appelez-le comme vous voulez, mais pour autant, ça existe. Donc, on continue, on analyse. Donc là, maintenant, nous avons notre certificat d'origine. Alors, bien entendu, tous les documents sont faux, c'est une réalité, mais imaginez toute la structure qu'il faut mettre en place pour être en mesure donc, de produire une telle qualité, effectivement, donc, de faux papier.
Et donc, on analyse l'ensemble, on conduit donc là-dessus toute la liste de ces documents, donc certificat, donc je dirais donc sanitaire, puis ensuite ici donc certificat d'origine avec donc bien entendu les numéros de facture, les éléments, le détail donc de la marchandise, le nom du producteur, tout, la signature, tout est valable. Et puis ensuite, la déclaration donc, que l'expédition est faite dans une marchandise qui n'a pas donc, de bois pour les questions de parasites. Alors, bien entendu, la déclaration, elle est faite. On a le nom du bateau qui est repris. On a bien entendu caché donc, le consignataire. La lettre, justement, donc, de conformité par rapport aux accords bilatéraux entre les deux pays. C'est encore produit, c'est signé, c'est authentique, c'est officiel. La packing list, qui elle effectivement donc, est également donc, fournie, avec l'ensemble de ces documents-là, on peut considérer que nous avons donc une preuve de produit qui est réelle. Pour autant, le sujet est d'autant plus, je dirais, donc douteux qu'on ne peut pas en vérifier donc, la conformité. Mais on continue. On a donc nos lettres de Covid, on a donc les lettres de la dioxine, donc pour nous assurer, pour garantir qu'il n'y a pas donc de dioxine dans les documents. Le certificat, je dirais donc, alors attendez, il ne s'ouvre pas là. Pourquoi il ne s'ouvre? Si, ça y est. Ils nous ont même produit, je dirais donc dans ce cadre-là, la copie la copie je dirais donc du rapport d'inspection halal, qui est une obligation pour donc cette marchandise-là en Chine. Et là, vous vous rendez compte encore que nous avons donc le nom du bateau, les éléments, et même quand on cherche donc celui qui est signataire de ce document, on fait cette recherche, donc Shaibun Darwish, donc je fais la recherche avec vous, je l'avais déjà faite, hein, bien entendu, Shaibun Darwish. J'arrive donc sur des éléments qui me permettent de confirmer que oui, j'ai en face de moi Shaibun Darwish, et là j'ai bien donc quelqu'un qui se présente à moi comme SIL Halal Brazil, société de certification et que sais-je. On pourrait en rester là. Bien entendu, ce ne sont pas donc ce travail donc qui consiste à aller vérifier donc sur Google et LinkedIn n'est pas donc le travail de fond, je dirais, pour pouvoir mener la due diligence. La due diligence, nous la menons après ces premières vérifications d'usage. Mais pour autant, je vous montre en ensemble les différents réflexes qu'il vous faut donc justement donc intégrer pour que vous soyez vous-même capable d'appréhender le sujet avec plus ou moins donc je dirais donc de scepticisme et puis surtout un esprit critique. Donc, je continue l'analyse donc de ces pièces pour vous montrer à quel point il est facile, je dirais, donc de se faire tromper devant donc des documents qui sont en apparence absolument donc véritables. Même là où effectivement donc la chose est la plus pernicieuse, c'est au niveau donc du rapport d'inspection, puisque dans la liste donc des pièces à fournir, le client avait demandé donc en Chine que la marchandise soit inspectée avant départ. Qu'à cela ne tienne. Nous avons donc ici le rapport d'inspection qui est fait donc par SGS, société dont on n'a pas inventé donc aujourd'hui donc la notoriété, avec donc tous les numéros des conteneurs qui ont été donc référencés, la date d'inspection, ce qui a été inspecté, mais de manière tout à fait concrète, c'est-à-dire que là-dessus, SGS a pour mission donc d'inspecter donc les cartons avec les cargos, donc de vérifier donc visuellement les conditions du conteneur avant chargement, d'identifier la marchandise, de décrire le packaging. C'est vraiment un travail d'une extraordinaire, je dirais, donc précision. Et puis de préciser ensuite pour chaque conteneur le numéro effectivement donc de scellé. Et nous nous rendons compte que nous avons une trame documentaire qui est tout à fait, je dirais, donc pertinente. Sauf que bien entendu, je dirais paranoïaque comme nous sommes allés prendre donc contact avec SGS sur le site officiel de SGS. Donc ici official SGS website. Et sur ce site officiel de SGS, naturellement, ici, vous avez donc ici, Verify Document. Donc, la possibilité de vérifier un document SGS. Donc, moi, je demande à SGS, purement et simplement, Monsieur SGS, est-ce que vous pouvez me confirmer que ce rapport d'inspection présent là, alors je l'ai perdu, ce rapport d'inspection présent ici, voilà, a bien été émis par vous. Alors, donc là-dessus, la question, je la leur pose de la façon suivante. Bonjour, monsieur SGS. Nous avons reçu donc ce rapport SGS
émis par SGS Brasil, donc SGS do Brasil. Et nous voudrions donc que vous nous confirmiez l'authenticité de ce document. Merci, de manière tout à fait simple. Quelques heures après, SGS me répond la chose suivante. Ici, donc cher Lionel, merci donc de nous avoir soumis donc le document référence, etc., pour vérification. Nous regrettons de vous informer que ce document n'est pas un document original de SGS et ce document donc ne peut absolument pas avoir donc de valeur et ne repose pas sur nous. Et donc naturellement, en gros, ce n'est pas bon cette info. Et bien entendu, il nous demande donc de les aider à identifier qui serait l'auteur du document. Mais ce n'était pas là notre but. Je voulais simplement identifier la situation dans laquelle l'ensemble donc de la trame documentaire que m'avait transmise donc ce client pour que je sois capable donc de remonter donc la chaîne. Mais il m'a aussi fourni donc en complément un certificat d'assurance, puisque bien entendu la marchandise est transportée sous Incoterms CIF. Ou assurance et transport. Donc, j'ai un certificat d'assurance qui est ici, qui a manifestement donc l'air d'être tout ce qu'il y a donc de plus, je dirais donc authentique, avec encore les mêmes données, point de départ, point d'arrivée, numéro, référence, le bateau, les valeurs assurées, en fait tout ce qui permet tout ce qui pourrait supposément nous permettre d'identifier donc que ceci est un vrai. Pourtant, quand vous faites donc même chose que les autres, que vous tapez donc ceci dans Google, vous arrivez sur une autre société, et ainsi de suite. Et bien entendu, donc la facture, donc cette facture qui porte sur, avec donc justement donc le vrai en tête, donc la vraie en tête de la société. On voit ici donc les paiements, donc les conditions de paiement. On voit donc justement donc l'ensemble des sujets et les détails. Et bien entendu, vous vous retrouvez donc avec une trame documentaire qui, sur le papier, paraît authentique, mais qui en fait est absolument montée de toutes pièces. Imaginez sur cette base-là que vous soyez intermédiaire. On parle donc de 10 conteneurs de marchandises à une valeur, donc on est là grosso modo sur du 300 000 à 400 000 euros. Imaginez que vous soyez intermédiaire, que le client vous ait fait une avance donc de 15%, sur la base de quoi donc vous avez donc payé donc le fabricant. Le fabricant vous remet donc cette trame documentaire. Le client, vous lui demandez donc le solde des 15% restants, et enfin des 85% restants, et vous payez le fabricant. Ça, c'est un cas de figure. Ou alors, imaginez pire encore, que vous acceptiez de votre client qu'il vous fasse une lettre de crédit. Et bien entendu, comme le fabricant ne veut pas donc de lettre de crédit, mais qu'il s'agit donc du numéro 1 mondial, cette lettre de crédit, vous la présentez à votre banque et vous demandez à votre banque de vous faire une avance en devise pour pouvoir honorer la marchandise. Votre banquier est trop content d'avoir justement donc dans ses comptes un client qui est en relation avec le numéro 1 mondial. Qu'est-ce qu'il fait? Il signe l'autorisation d'avance en devise et là, jackpot, vous êtes effectivement donc au sommet du monde, vous avez donc généré du gros flux. Sauf qu'au moment où vous présentez donc cette liasse de documents à votre banque, si ce même travail de vérification que j'ai fait avec vous, vous ne l'avez pas fait et que votre banque ne le fait pas, puisque la lettre de crédit est un instrument de paiement qui va permettre à votre banque de vous décaisser donc les fonds à partir du moment où vous lui avez remis donc la preuve de produit, et vous vous rendrez compte que en fait vous allez recevoir donc l'argent donc de la marchandise, et puis les papiers vont être transmis par votre banque à la banque du client, et là la marchandise donc va être attendue. Vous pouvez imaginer les conditions et les circonstances, en fait, en gros, le chaos dans lequel vous vous trouvez à ce moment-là. Vous êtes pris donc dans une manœuvre impliquant donc du faux, du recel de faux, avec, en fait, en gros, c'est du pénal. Vous avez réellement là un problème. Donc, si je soulève avec vous donc ces difficultés, et si je prends ce deuxième exemple-là, qui est un exemple qui est d'une extrême sophistication, puisque nous avons plus d'une quinzaine de documents à produire pour justement donc permettre au fournisseur d'honorer son soi-disant contrat et permettre donc au client de payer contre document, et vous vous rendez compte qu'il y a possibilité pour des organisations de vous tromper avec ce niveau de précision-là. Donc, bien entendu, il y a donc une expertise, il y a donc l'expérience, il y a aussi donc toutes les bases de données donc d'intelligence que l'on utilise, mais aussi d'autres méthodes que nous réservons justement donc au traitement des affaires de nos clients que nous mettons en œuvre, plus je dirais donc la présence physique
des courtiers affiliés donc du CIOA qui sont capables donc sous, je dirais donc notre couvert de se rendre sur les différentes places pour justement donc contrôler et inspecter, qui nous permettent, je dirais, donc d'avancer prudemment et d'éviter justement donc que de telles circonstances ne se produisent. En l'occurrence, là, le client nous a donc révélé la raison, je dirais, donc de sa perte d'attention, c'est le prix. Le prix qui lui a été proposé était donc 2 fois inférieur au prix qu'il trouve localement en Chine. Donc, bien entendu, il s'est mis donc dans une démarche donc de réaliser de gros profits. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il s'agit donc plutôt donc d'une grosse perte. Donc, méfiez-vous des contrefaçons, comme dirait l'autre. Faites attention, je dirais, donc à tous les éléments. Soyez suspicieux par nature. Osez imposer à vos fournisseurs de vous délivrer donc toute l'information corporative qui vous permettra de mener vos due diligence. J'ai cité donc dans ces informations corporatives, alors je vais partager avec vous les éléments donc de référence à prendre en compte d'avance. Alors attendez une seconde que je le retrouve. Ici, côté fournisseur, il va être important de vous attarder puisque en gros, une fois que vous recevez donc votre offre initiale, bonjour, je suis intéressé par vos produits, pouvez-vous me faire une proposition pour telle adresse? Ok, très bien, vous recevez votre proposition. À partir de ce moment-là, avant même donc de juger donc du oui ou du pas oui, si donc la proposition est de nature à vous intéresser, il vous faut passer votre fournisseur à la moulinette et collecter un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre justement donc d'interroger donc les bases d'intelligence, de vous rapprocher donc des chambres de commerce locales, de vous rapprocher justement donc des réseaux qui sont justement donc installés pour cela, ne serait-ce que même d'interroger donc la banque du supposé fournisseur pour vous assurer qu'il n'y a pas effectivement donc de mal-donne. Et là, en l'occurrence, j'ai listé pour vous donc ces éléments, donc la dénomination sociale, le capital, la date de création, l'adresse du siège. Ceci est important. J'aurais pu même rajouter, d'ailleurs, je vais le faire ici tout de suite, l'URL. Un autre cas de figure que je n'ai pas cité, c'est le cas de figure, et ça nous est arrivé à plusieurs reprises, de discuter, ça nous est arrivé notamment avec des fournisseurs indiens, de discuter donc avec un fournisseur pour acheter un équipement, je ne me souviens même plus trop, et qui est le bon équipement, le bon fournisseur. On a fait toute notre due diligence comme je vous l'ai exposé, on a envoyé donc SGS en inspection avant transaction, puisqu'on fait aussi cela, on fait donc une demande d'inspection de l'usine avant donc d'exécuter la transaction, et tout est en ordre. Et puis au moment donc d'émettre donc le paiement, nous nous rendons compte que l'email qui nous envoie la facture avec le RIB a changé et que c'est toujours le bon interlocuteur, mais ce n'est plus le bon mail, c'est son mail personnel. Et bien entendu, le RIB n'est pas le RIB de la société, mais le RIB effectivement donc détourné. Ce sont aussi donc des techniques qui sont donc utilisées, ce qui fait que naturellement votre méfiance, il vous faut la porter donc jusqu'à son terme, pour justement donc la collecte de ces éléments-là, mais aussi surtout pour le contrôle des éléments qui vous sont faits. À chaque étape, vous devez donc checker le header. Alors là-dessus, c'est assez facile de checker donc le header de mail. Je vous donne un exemple. Je me connecte à ma boîte mail ici. Vous prenez n'importe quel email ici, là-dessus, et puis vous faites ici, là-dessus, checker header. Et vous avez donc ici tout un certain nombre d'éléments. Le premier élément qu'il va falloir donc analyser, ça va être justement donc le return pass. À qui ça répond, par exemple. Donc, naturellement, ces sujets-là nécessite votre attention. Donc, en matière donc, juridique, donc son information, donc, je dirais juridique, sa structure juridique, sa structure commerciale, un fournisseur qui vous fait une proposition, je parle tout à l'heure là donc de mon engrais NPK 15-15-15, où on est sur une enveloppe d'à peu près 1,7 million, 1,5 million. Or, le fournisseur, quand je l'identifie, donc quand je vais checker qui il est, j'ai une société donc unipersonnelle qui n'a pas de capital donc déposé, qui fait un chiffre d'affaires donc de 92 000 €. On est très très loin donc en matière donc de corrélation entre le chiffre d'affaires donc de l'unité, enfin du fabricant, et puis celui justement donc de l'opération. D'autant plus qu'il me certifie que il en vend tous les jours. Donc manifestement il y a un loup.
les résultats, bien entendu, on va s'intéresser donc à la rentabilité de l'entreprise, son scoring peut être vérifié auprès donc d'entités type Dun & Bradstreet par exemple, qui vont vous permettre donc justement donc d'identifier donc la qualité donc d'une société avec laquelle vous êtes en relation, quel que soit l'endroit du monde où cette société est enregistrée. Sa notoriété, alors là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Google, il est extrêmement facile donc d'aller donc fouiner et identifier donc l'historique passé, la notoriété donc d'un fournisseur. Et puis ses références. Il ne faut pas hésiter à demander donc à un fournisseur de vous transmettre ses références, de prendre contact avec de telles références, et vous allez vous trouver souvent confronté à des gens qui vous disent « Ah non, 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 nous on ne donne pas de références ». Alors moi je vous pose une question. Pourquoi, si je suis un bon fournisseur, que je vends un bon produit au bon prix du bon marché, que j'ai un client qui se révèle être un bon payeur, à qui je demande un virement cash d'avance, je vais cacher donc des références qui seraient au contraire de nature à encourager ce prospect à contracter avec moi. Donc là, naturellement, vous avez là encore un sujet donc, qui peut vous permettre donc, d'augmenter votre vigilance. Puis vous allez aussi donc vous intéresser à sa structure opérationnelle. Qui est en face de moi? Le fabricant principal, celui qui va usiner les pièces. Le maker, c'est-à-dire celui qui va collecter les pièces usinées par le fabricant pour les assembler entre elles. Le distributeur qui va donc acheter un produit tel quel et puis donc le stocker et puis vous le revendre avec sa marge. L'intermédiaire qui n'a pas le produit en main et qui dans bien des cas ne voit pas le produit, ou un franchisé donc d'une marque. Ces éléments-là sont fondamentaux. Nous, ici, nous avons donc défini donc une politique qui nous met en obligation, je dirais, donc pour des questions donc de sécurisation, de limiter autant que faire se peut les intermédiaires donc sur une chaîne transactionnelle, ne serait-ce que pour, et ceci lorsque nous donc sommes en face donc de clients que nous payons avec une lettre de crédit. Bien entendu, cette lettre de crédit, nous demandons à ce qu'elle soit non transférable. Dit autrement, celui qui va l'accepter, s'il ne la réalise pas, ne pourra pas effectivement donc être payé en première main, mais je ne serai pas non plus débité. Donc, je minimise mon risque. Mais ça, ce sont des éléments donc réflexes et de techniques que nous pratiquons, je dirais, donc dans le cadre donc, de notre réseau et avec les opérateurs que nous conduisons au quotidien. Bien entendu également donc ses expertises. Est-ce qu'il a des brevets? Est-ce qu'il a une exclusivité? Quelle est la nature de son savoir-faire? Quels sont ses moyens de production? En gros, techniquement, quand quelqu'un vient donc présenter une proposition pour 2, 3, 4, 10 000 tonnes, mais que son moyen de production n'est pas donc à la hauteur ou alors significativement inférieur à la capacité de production, au volume donc de la marchandise que je suis prêt à commander, vous avez là aussi donc des éléments d'alerte. Et puis, bien entendu, la certification, comme on l'a vu tout à l'heure, où les éléments de certification peuvent se vérifier assez facilement. Je dirais que ce sont même les presque premiers éléments qui sont donc à vérifier. Ceci pour ce qui relève de la structure du fournisseur. Mais au-delà même de cette structure, il faut aussi vous intéresser à son offre produit. Et cela, comme on l'a vu donc sur la première étude de cas, on va s'intéresser aux caractéristiques du produit. La nature, pour quel usage, à quelles normes le produit répond-il, quel packaging, pourquoi. Si je reprends l'exemple du pelet de tout à l'heure, le pelet qui bénéficie d'une norme EN plus A1, A1 étant donc la qualité, 1 pour supérieur, A2 pour moins, etc., etc., ne va pas du tout avoir la même présentation tarifaire que le pelet qui n'est pas enregistré auprès de l'organisme certificateur EN+. Et ça, bien entendu, ce sont des éléments qu'il vous faut aussi contrôler, vérifier en matière donc de structuration de l'offre et de justification du prix qui vous est proposé. Le packaging, alors bien entendu, en matière de packaging, il y a à boire et à manger, il y a de tout et de n'importe quoi, mais il y a surtout donc des usages, des pratiques. Cet exemple du pelet dont je parlais tout à l'heure, la pratique est assez simple. Nous sommes sur des palettes qui font 100 de large et 120 de long pour 150 de haut, 66 packs de 15 kilos pour un total de 998 kilos par palette. Ça, c'est le standard. On arrive et on vous propose quelque chose qui est différent de cela, il faut vous interroger. Le code harmonisé, le HS code, ceci est un code, c'est le code
d'identification donc du produit. Si donc vous demandez à votre fournisseur donc naturellement et de manière systématique le HS code du produit que vous achetez pour que vous soyez capable donc ne serait-ce que d'évaluer vos frais de douane à l'entrée, et en fonction de cela vous savez tout de suite si le HS code qu'il vous fournit est valable ou n'est pas valable. Et bien entendu, s'il s'agit donc d'une production standard ou sur une production sur mesure, vous avez donc dans le cadre de la production sur mesure votre cahier des charges qui doit être dûment rédigé avec des points de contrôle qui vont permettre justement donc à la société d'inspection SGS par exemple de mener donc l'audit et le contrôle avant chargement ou pendant production sur la base donc des informations qui vous intéressent vous, parce que ça ne sert à rien de contrôler quelque chose qui n'a pas de sens pour vous. Je parle en matière donc de vérification et de contrôle donc d'une authenticité produit. Vous avez aussi donc les questions de positionnement, la marque, le niveau de gamme, la cible, la concurrence. Si je reviens sur l'exemple du Pelé de tout à l'heure, alors je suis très content parce que Sabrina qui est avec nous a reçu donc la marchandise qu'elle nous a commandée, et heureusement elle s'est adressée à nous avant de s'engager avec un autre fournisseur qui aurait pu la tromper, la mettre en difficulté bien sûr, l'empêcher de livrer ses clients. Et lorsqu'elle reçoit donc cette marchandise que nous lui avons trouvée auprès donc d'un fabricant de pellets renommé en Europe, cette usine toute vérifiable, toute visitable. Beaucoup de fournisseurs vont vous dire non, on ne visite pas les usines. Vous savez d'emblée que là, il y a un loup. Et ceci, donc, une fois reçu, elle se rend bien compte que oui, elle a le bon produit qu'elle attendait en main. La qualité a un prix. Et bien entendu, si vous faites donc un comparo, je dirais un peu grossier, il me paraît difficile de demander donc à Ferrari de vous vendre effectivement donc une voiture de la marque Ferrari au prix donc d'une Auto Bianchi, pour ne citer que cela, et pour rester en Italie. Donc naturellement, un client qui vous demande donc le produit le plus qualitatif au prix donc du produit d'entrée de gamme, vous savez que là aussi vous allez vous trouver donc dans des contraintes et dans des difficultés futures. Vous avez également donc les éléments donc de tarif, le pricing, la structure de prix, en fonction donc de la nature, comme on l'a vu tout à l'heure ici. Alors attendez, ici, là. De la structure, donc du statut, je dirais, donc de votre interlocuteur, vous avez donc naturellement sa structure de prix qui va varier. Vous avez aussi donc les frais d'approche. On l'a vu tout à l'heure. Lorsque nous calculons, lorsque nous estimons assez rapidement donc les frais d'approche en camion de la Pologne à la France, vous vous rendez compte que l'impact du transport sur chaque unité logistique, c'est-à-dire chaque palette d'une tonne, est équivalent à la moitié donc du prix que le fournisseur propose. Donc, bien entendu, vous savez là d'emblée qu'il y a donc un élément d'alerte. Et puis, bien entendu, le marché, le prix du marché. En gros, qu'est-ce que le marché, quel est le prix du marché aujourd'hui? Et ceci va vous permettre donc de mener, je dirais, donc votre étude de marché préalable, donc de connaître donc ce segment. Et ça, c'est le propre de l'intermédiaire en commerce international, du seul fait que s'il ne s'est pas spécialisé sur un domaine d'activité, ce qui peut être le cas de certains, et qu'il travaille sur toutes les demandes que lui font donc son portefeuille client, donc un courtier généraliste, bien naturellement, le travail, sa culture générale doit être d'autant plus donc développée pour qu'il s'informe donc des systèmes de marché, des conditions donc de marché de chacun donc des produits pour lesquels ses clients le sollicitent. Et puis, vous avez donc aussi, à titre initial, donc là, on est déjà donc dans la due diligence, les conditions de vente. Alors, d'emblée, là, je vais commencer donc justement donc, par les conditions commerciales, les délais de livraison. Lorsque nous sommes en circonstances de marché tendu, je vais parler donc de marché de pénurie. On peut supposer que les usines fonctionnent avec donc une production à flux tendu, puisque le marché est tellement, je dirais, donc demandeur, que l'usine n'a pas le temps de stocker. Si là, quelqu'un vient vous dit, donc pour le pellet, j'ai pas de problème, je vous livre donc en 24 heures ou en 48 heures, et que c'est un courtier, qu'il n'a pas donc la marchandise, enfin vous connaissez la chanson, qu'il n'a pas d'usine et que l'on n'a pas vérifié donc ces éléments, vous savez là d'emblée qu'il y a donc un attrape-nigo. L'incoterm, on l'a vérifié tout à l'heure, parce qu'en fait,
le prix de 220 que l'on a vu tout à l'heure donc pour le pellet à la tonne, ou bien même donc par exemple donc tout à l'heure pour les pâtes de poulet, le prix de l'incoterm, enfin l'incoterm est fondamental puisque dans cet incoterm va être ou non inclus le prix du transport et des assurances. Donc, bien entendu, il est assez facile donc, de calculer donc, le prix de l'assurance. Ce sont des taux qui sont appliqués sur le volume total transporté. Et aussi facile donc, de deviner donc, le prix du transport d'un point A à un point B. Vous prenez votre téléphone, vous appelez un transitaire, vous demandez une offre. Et là, vous vous trouvez donc confronté à, je dirais, donc au solde. Et là, tout de suite, vous êtes capable de faire votre règle de 3 par rapport au prix qui vous est proposé ou aux conditions qui vous sont proposées. Les quantités minimum. Oui, des usines peuvent avoir pour des questions, je dirais, donc de production, pour des questions donc de machinerie à faire tourner, que sais-je, ou bien même de politique ou de stratégie, des minima qu'elles vont vous imposer à la commande. Mais si le minimum en lui-même a un sens dans certains cas, si je prends l'exemple du sucre, le sucre, vous avez certainement déjà entendu ICUMSA 45, qui est donc la référence et le degré donc le taux effectivement donc de blanchissement et de raffinage donc du sucre se traite par volume minimum d'achat de 12 500 tonnes. C'est l'équivalent donc d'une cuve dans un cargo. On peut acheter du sucre moins cher, mais ça veut dire que vous allez devoir le transporter par conteneur individuel ou alors que vous allez devoir affréter le cargo en entier. Les quantités minimum vont être dépendantes des modalités donc logistiques. Mais pour autant, une trop grosse quantité de minimum ou une absence donc d'échantillonnage est un élément d'alerte. Un fournisseur qui ne veut pas vous permettre donc de recevoir un échantillon, c'est un fournisseur donc dont vous devez presque vous méfier. Ensuite, les questions donc de sécurisation. Est-ce que je peux contrôler la marchandise? Figurez-vous qu'il y a des fournisseurs qui nous disent non. On leur répond merci. Contrôle avant expédition. Alors, bien entendu, il y a des cas. Quand on a des clients qui nous commandent des unités de production pour transformer ou valoriser telle ou telle ressource, nous organisons donc des contrôles de l'usine avant donc tractation. Après tractation et établissement des contrats de vente, nous mettons en place donc des contrôles, je dirais, donc tout au long donc de la production. Et puis au moment donc de la livraison avant chargement, dans le cadre par exemple d'équipement, nous mettons donc en place des contrôles de fonctionnement au départ et avant chargement pour nous assurer, pardonnez-moi, que la marchandise qui a été commandée conformément à un cahier des charges, produite effectivement donc par, je dirais donc et dont la production a été donc contrôlée, chargée, correspond à celle qui nous a été commandée. Et puis bien entendu les éléments de garantie. Tous ces éléments-là dans un contrat de vente sont des éléments qui doivent vous alerter. Et puis bien sûr les conditions de paiement. Alors selon la qualité donc des résultats de votre due diligence, selon la qualité et la réputation du fournisseur, selon que vous vous soyez assuré que vous êtes bien avec le vrai bon fournisseur, mais qu'il n'y a pas de détournement donc, de documents, qu'il n'y a pas non plus donc, de détournement donc, d'adressage, ni de numéro de compte et que sais-je. Donc, charge à vous de le vérifier. Il y a aussi donc, des méthodes donc, de vérification de cela que nous pratiquons avec donc, nos courtiers affiliés. L'une ou l'autre de ces modalités de paiement sera à préférer. Donc, tous ces éléments-là, si je puis dire, je les partage avec vous pour que vous puissiez vous familiariser, vous rendre compte des pratiques, je dirais, donc mafieuses, hein, on va appeler un chat, qui peuvent justement donc, vous créer donc, une difficulté certaine dans ce métier du commerce international qui, une fois analysée et comprise, une fois comprise donc justement donc qu'il y a donc ce type de situation et qu'elles peuvent être identifiées en amont, à ce moment-là, vous pouvez donc avancer progressivement. Nous avons nous-mêmes, donc je dirais, outre donc les méthodes donc de structuration, parce que malgré tout, on peut tomber donc dans certains pièges, indépendamment de tous les efforts que l'on fournit. À ce moment-là, prend le relais, je dirais, donc prennent le relais donc nos éléments d'assurance, nos éléments donc de couverture et de sécurisation qui vont nous permettre justement donc de retomber sur nos pieds. Lorsque nous sommes sur des marchés que nous ne maîtrisons pas du tout, que nous avons donc besoin donc de contacter des fournisseurs sur des sujets qui nous sont totalement étrangers,
Là, nous réduisons encore plus le risque en amont en utilisant donc nos outils d'intelligence, et en l'occurrence, je vous en avais parlé donc en novembre dernier, Intellex. Intellex qui est donc Intelligence Export, notre accès direct aux archives douanières d'une cinquantaine de pays qui nous permettent d'identifier spécifiquement qui a exporté quoi à qui. Donc, naturellement, comme c'est une information qui est fournie par les douanes, nous extrayons donc de telles listes. Et puis, donc là, nous faisons un travail donc de prospection et de phoning directement donc à des opérateurs qui sont réputés opérer dans ce métier et avoir exporté déjà dans ce sujet pour nous permettre justement donc de réduire d'autant plus le risque de ces opérations. Nous avons mis en place donc ces éléments et ces pratiques pour renforcer la présence donc des 3000 courtiers déjà présents donc sur le terrain, pour justement donc nous permettre de fonctionner donc de manière dématérialisée, en utilisant donc le réseau donc du collaboratif, sans forcément avoir besoin de nous déplacer à chaque fois. Autrement, nous passerions donc l'essentiel de notre temps dans des avions, à visiter des usines et autres, alors que donc le business aujourd'hui est un business qui se fait, je dirais, donc avec des outils et des méthodes qui nous permettent de traiter non pas au niveau du produit, mais au niveau du papier, puisque c'est comme cela que nous appréhendons effectivement donc ce métier. Donc, j'ai été un peu plus long que je ne le devais, je suis désolé. Le sujet était donc dense. Pour autant, donc j'ai plusieurs questions que je vois que vous avez posées et que mes collaborateurs donc ont pris l'initiative donc de traiter en arrière-plan. Merci. Je regarde rapidement donc quelques-unes. Oui, donc non, ces sujets-là, donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais les analyser et répondre directement donc dans le groupe Golden Trade que nous avons créé sur LinkedIn. Donc vérifiez bien donc votre inscription et votre adhésion à ce groupe pour vous permettre justement donc de recevoir les réponses effectivement donc et les développements que nous allons faire à partir de vos questions. Je vous remercie infiniment pour votre attention, votre patience. J'ai été un peu long, je suis navré. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. On reste en contact par mail, par téléphone, par WhatsApp, ceux qui sont en contact avec nous sur le groupe. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2023 et je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.